Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1156 de One Piece. Je viens tout juste de le lire, donc la review arrive un peu en retard par rapport à la sortie des chapitres qui a lieu le dimanche soir. Donc j'ai rattrapé les scans, j'ai lu tout l'arc Egghead, j'ai commencé l'arc Erbaf, et là je suis dans le flashback de Rock. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir en réalité avant de commencer à faire la review sur les chapitres actuels. En fait, j'aime beaucoup le flow des 5 doyens. Le moment à Egghead où les 5 doyens sont invoqués et qui se transforment tous en sorte de démons sortis des enfers. J'ai trouvé ça assez stylé, ça fait des nouveaux ennemis à un nouveau cap de puissance assez intéressant au-dessus d'empereurs peut-être, je sais pas. Dans les chapitres qu'on a lus, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre un peu leur origine, leur source. À mon avis, ils tirent tous leur puissance de Imu. Imu qui a dû manger un fruit du style le fruit du sang, le fruit du démon, le fruit de la démonologie. Parce que il y a des cercles qui sont utilisés, que ce soit pour invoquer les cinq doyens ou que ce soit dans l'arc de Erbaf pour invoquer d'autres chevaliers divins. Et donc du coup, je pense que eux tous utilisent les pouvoirs de Imu comment comment on dit déjà, par procuration. Voilà, donc du coup, les 5 doyens, j'ai beaucoup aimé l'arc Egghead. La fin, je l'ai trouvé assez palpitante, même si je comprends toujours pas comment Divolry Bonnie elle peut faire grossir ses bras avec le fruit de l'âge. Je vais pas m'arrêter sur ce détail, hein, c'est One Piece, il y a des trucs un peu what the fuck de temps en temps. Si on cherche la logique dans une œuvre fantastique et avec de la science-fiction, bah, on s'en sort pas. Et du coup, ouais, beaucoup aimé aussi le début de l'arc Erbaf. Donc, trouvé un peu dommage que la phase dans la cage, dans la cage avec les animaux géants, ait pas duré plus longtemps, qu'on soit tout de suite transféré, amené. En fait, c'est un peu ça que je trouve de manière générale dans One Piece. C'est que Oda, en fait, des fois, il prend son temps pour raconter les histoires des personnages, notamment pour le flashback de Kuma. Notamment là pour le flashback de Rock, entre parenthèses au style Loki, hein, qui explique pourquoi est-ce que Loki il est fasciné par The Rock, The Rock, par Rock. Et des fois c'est dommage parce qu'Oda il prend pas son temps pour développer des idées qu'il a eues, qui sont bonnes, qui pourraient amener des bons arcs, qui pourraient amener des bons arcs narratifs, des bons combats, des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de suspense. Je trouve ça un peu dommage, hein. J'ai un peu l'impression que Oda il est à la fois en mode accéléré et à la fois en mode je prends mon temps. En fait, il est accéléré dans les aventures de l'équipage, c'est-à-dire l'équipage progresse plus vite que ce à quoi je m'attendais, hein. L'arc Egghead, j'ai été un peu déçu que ça ne donne pas, que les ennemis qu'on présente ne soient pas les Séraphins, en tout cas que leur combat soit éclipsé et que York soit vaincu hors champ. Mais j'ai beaucoup aimé les 5 doyens, même si je trouvais que Sanji, encore une fois, il faisait un peu tâche. Il faisait un peu tâche, hein. Faut dire ce qui est. Sanji, il est vraiment pas respecté par Oda. C'est pas comme Zoro qui a des moments un peu stylés, des combats intéressants, des ennemis avec des pouvoirs. Sanji, je trouve qu'il est un peu négligé par Oda et je trouve ça dommage. Bref, ensuite l'arc Erbaf. Là, on est dans le flashback de Rock. Donc moi j'aime beaucoup le personnage de Rock, pour être honnête. Je disais dans des reviews précédentes, il y a très longtemps, je disais que dans One Piece on n'avait jamais suivi de vrais pirates. Et quand j'entends vrai pirate, c'est dans le sens où on n'a jamais suivi des pirates qui font des pillages, des pirates qui commettent des crimes tout simplement. On suit Luffy, qui est le héros du manga, qui sauve des pays. Donc c'est pas très pirate ça. Même si dans le lore de One Piece, les pirates, c'est ceux qui naviguent en liberté et qui en font qu'à leur tête. Les vrais pirates, ça pillait les navires marchands, ça cumulait des richesses, ça faisait, enfin bref, c'est le seul vrai pirate qu'on avait vu jusqu'ici, c'était Bellamy. Bellamy qui va payer de l'or oh, comment il s'appelle déjà? Cricket ou Croquette? Cricket, je crois. Mont Blanc Cricket, le descendant de Mont Blanc d'Orlande, qui cherchait l'île céleste. En tout cas, la cité d'or à l'Arcscapier. Enfin bref. Et là, du coup, voir un peu de Rock Dixebeck échafauder son plan, réunir son équipage en étant fan de David Jones. Je trouve que c'est un personnage super intéressant en réalité parce qu'il voit plus loin que la simple piraterie. Il parle à son équipage en disant ouais, si vous continuez de me suivre, vous allez voir le sommet de ce monde, on va descendre Marijoa. Et bien évidemment on connaît l'histoire, hein, on sait qu'il va se faire arrêter par Roger et par Garp.
Et donc du coup, assez intéressant de suivre ce personnage-là, surtout que dans les scans, et ça j'ai trouvé ça dommage que ce soit dit comme ça, parce qu'en plus c'était une hypothèse que je commençais à avoir, on apprend que Rock c'est le père de Marshall Dietrich. Je crois qu'il y a une scène dans le chapitre 1054 peut-être, où la première fois qu'on voit Rock, on voit Rock, futur père de Barbe Noire. Je crois me souvenir d'avoir vu ça. Et donc du coup, je trouve ça dommage qu'au lieu de développer ça, de développer plutôt le côté Rock Dick Zebek qui a un enfant, et peut-être qu'il est trop concentré sur ses projets pour élever son enfant, donc il le néglige un peu. Et Marshall Dietrich, il est né avec un potentiel énorme, parce qu'il est de bonne naissance, mais parce que dans le flashback de Roger à Wano Kuni, de Shanks, de la part de Baggy et de Shanks, on apprend que Barbe Noire il est déter parce qu'il dort jamais. Il a pas dormi une seule fois pendant la rencontre de l'équipage de Barbe Blanche et de Gold Roger. Et Baggy il dit ouais, tu sais ce qu'on dit sur les mecs qui dorment pas, ils sont trop forts. Donc du coup, l'histoire de Barbe Noire pourrait être une histoire intéressante. Parce que Barbe Noire, c'est pas un personnage qui pue l'honorabilité. C'est pour ça que je suis étonné que Kuzan, Aokiji, ait rejoint son équipage. Mais peut-être qu'il nourrit les mêmes ambitions que son père, c'est-à-dire de créer une nation de pirates reconnue par le gouvernement mondial. Ça pourrait être intéressant de voir un peu ce côté politique. Là, déjà, avec Harald, on le voit, Harald, qui est le roi des géants, qui, suite à une rencontre au cours d'un de ses voyages, tombe amoureux d'une autre géante qui voit la bonté chez les gens. Donc, il a décidé de changer les mœurs et la culture de Erbaf. Il a décidé que Erbaf ne serait plus dans la guerre et dans le pillage, et qu'elle serait plutôt dans l'échange et dans la compréhension entre les peuples et l'égalité entre les peuples. Et je trouve ça assez beau, même si c'est raconté assez vite. Je trouve ça assez beau. Ensuite, oui, Harald, personnage super intéressant, mais c'est un peu ça qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression qu'Oda il est plus dans ses flashbacks que dans son histoire que dans son histoire dans le présent. Et qui développe pas assez dans le présent. Je veux dire, Loki, c'est un personnage super intéressant, donc on apprend un peu plus sur son enfance, le fait que sa mère allait rejeter, qu'on ait fait courir des rumeurs comme quoi il portait une malédiction, donc il se cache les yeux parce qu'il a les yeux bizarres. Et ensuite, il est repoussé par l'île des géants, donc il essaie de trouver un peu sa place dans ce monde et il croit l'avoir trouvé avec Rock. Et du coup, Harald, c'est un personnage super intéressant. Il est très puissant, donc on le voit dans ce chapitre, dans le chapitre 1055. On voit un échange de coups entre Rock et entre Harald, où apparemment, lorsque leurs coups se sont entrechoqués, ils ont fait évaporer, enfin ils ont annihilé dans un rayon de 2,5 km tous les humains qui étaient présents. Et donc du coup, cette puissance qu'avaient les anciens de la génération de Gold Roger, c'est bien, je trouve. C'est important d'étoffer son histoire, de créer son lore et de développer ses personnages. Mais j'aimerais bien voir un peu plus ce genre de scène dans le présent du manga et que dans le présent du manga, les personnages soient plus développés. Le combat Kid Shanks, il a duré 2 pages. Le combat Marshall Teach Law, il a duré un certain temps, mais pareil, il ne nous a pas été montré. Et en fait, toutes ces scènes dans le présent qui sont ellipsées pour laisser place au flashback, je trouve ça dommage parce que c'est ce qui se passe dans le présent du manga qui nous tient en haleine. Lorsqu'on nous raconte une histoire dans le passé, là, le flashback sur Rock, il est intéressant pour apprendre à connaître le personnage et voir un peu les enjeux qui entourent le personnage et ses ambitions qu'il avait et les raisons pour lesquelles Roger et Garp ont fini par s'allier parce que peut-être que Rock, il était complètement matrixé par le pouvoir et qui voulait trop l'anarchie, c'est-à-dire éliminer l'empire actuel pour créer le sien et créer un monde de pirates où les gens ne peuvent fuir ne peuvent que fuir. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien de développer. Moi, ce flashback sur Rock, je l'apprécie beaucoup. En plus, je trouve le chara design assez stylé, hein. Je veux dire, ses cheveux noirs avec des dégradés blancs. Le fait qu'il convoite des fruits du démon, il le dit, hein, il y a 2 fruits du démon qu'il convoite. Il y en a un qui se trouve à Erbaf et un autre, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il cherche une armée de géants donc, qui sera emprisonnée dans la glace, potentiellement Oz et sa patrie. Et donc, du coup, voilà, je le trouve super intéressant ce personnage. Surtout qu'on voit bien que, un peu comme pour Marshall Dietrich, l'équipage est uni autour d'un idéal, pas autour d'un individu. Je veux dire, le Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Franky, Brook, Jinbei, Robin et Chopper, ils suivent Luffy parce que ils croient en Luffy. Marshall Dietrich, on croit pas en lui. Marshall Dietrich, enfin, à part peut-être les premiers, Burgess, Doc Yu, Lafitte et, comment il s'appelle déjà, Vanoger, peut-être que ces 4-là, ils suivent Barbe Noire pour Barbe Noire, mais tout l'équipage qu'il a réuni autour après la scène à Impel Down, ils l'ont rejoint
par opportunité, c'est-à-dire c'était soit ça, soit la prison. Et donc du coup, voilà, donc c'est un peu des idéaux qui se confrontent, et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant. Mais j'aimerais bien que l'histoire développe le présent en réalité, surtout que là, c'est un peu ça comme ça que je le vis. On commence à nous lancer dans des enjeux, les enfants se font kidnapper par le dragon du sommeil, leurs rêves, leurs cauchemars prennent vie, les gens les affrontent, on a Dory et Broggy qui tombent dans un seau maléfique et qui se transforment en méchants géants et on ne sait pas comment les arrêter et ça se compte de plus en plus de gens se font transformer en méchants et pendant qu'on est dans cette scène d'action où c'est l'intensité elle monte, t'es là en mode oh, putain moi franchement je me disais ouais est-ce qu'ils vont détruire la bibliothèque, est-ce qu'ils vont réussir à sauver les enfants. Voilà, c'est un peu, voilà, le côté suspense, il est là, on est en haleine, on est embarqué dans l'histoire, et d'un coup, Oda, il nous dit, oui, non, mais attendez, d'abord, je vous raconte le passé de ce personnage. Je trouve que le rythme, il est un peu mal choisi, je veux dire, quand on commence un arc narratif, moi, c'est mon avis, hein, on devrait le terminer, je veux dire, il nous a fait beaucoup ça depuis Wano Kuni, avec la rêverie, avec après Luffy et Egghead, l'histoire se passe à plein d'endroits en même temps, plein de personnages. C'est bien, hein, si les jeux vidéo One Piece ils étaient au taquet, là on aurait de la matière pour faire un sacré jeu, hein. Mais du coup, le problème qu'il y a, c'est que, et ça c'est un peu ce que je dis, et je me fais le reproche à moi aussi, et c'est pour ça que j'y réfléchis un peu plus. Au bout d'un moment, il y a trop de personnages. Faut dire ce qui est. Là, je me souviens de Lilin et de Shiki, parce que je les connaissais déjà, parce qu'il y a déjà eu des arcs autour d'eux où on les présentait bien, mais je retiens pas le blast de tous les membres de l'équipage. Là, on a Kyo, je crois, un délire du genre Kyo, Q, la hache argentée qui s'apprête à aller confronter l'équipage de Rock pour je ne sais quelle raison. Et donc, du coup, voilà. Donc, ouais, pour être honnête, c'est franchement. Franchement, One Piece, c'est plus, je suis plus in love de One Piece. C'est plus aussi époustouflant que ça me paraissait. Ça m'émerveille plus autant qu'à l'époque. Je le dis très sincèrement, hein. J'avais fait une vidéo un peu énervée où je disais que Oda, il doit foquer ses lecteurs, et bah, je le sens un peu aussi comme ça. Je veux dire, le retour de Dory et Broggy, j'en ai pas parlé parce que enfin, en fait, j'ai voulu enregistrer une review et j'avais pas le son du micro enregistré, donc du coup, j'ai décidé de rattraper tous les scans pour ça. Mais Doré et Broggy, leur retour, en réalité, me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est juste que je le comprends pas. Est-ce qu'ils ont mis fin à leur querelle? Leur combat, il était intense. C'était un peu ça, l'arc de Little Garden. C'était les gens se battent pour leur honneur. Pour savoir, l'histoire c'était oui, la chasse, ils n'étaient pas d'accord sur qui avait capturé le plus gros animal, parce qu'il y en a un qui était plus long et l'autre qui était plus large. Donc ils se sont disputés, ils ont commencé à se battre et le combat a duré 100 ans. Et le fait qu'ils arrêtent leur combat pour retourner dans le Nouveau Monde, pour reprendre l'équipage des géants, je trouve ça dommage parce que c'est des personnages, leur chapitre était clos en réalité. C'est les géants qui se battent pour leur honneur. Ils se battront jusqu'à la fin des temps parce que c'était, enfin c'est comme ça que moi je le vivais, que je l'avais interprété. Ils se battront jusqu'à la fin des temps parce que c'est pas une question de qui a raison, qui a tort, c'est une question d'honneur. C'est une question de lequel cédera en premier. Et ça, c'était inspirant comme histoire. Mais les voir éclipser ce combat, se dire, ah bah finalement, c'est pas si important que ça, viens, on retourne sur l'île des géants et on va dans le présent du manga. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que les personnages, ils avaient raconté ce qu'ils avaient à raconter. Et en plus de ça, les voir aussi facilement se faire avoir par le saut maléfique et devenir méchant, je trouve ça dommage. Ensuite, voilà, donc on va un peu parler des pouvoirs. Alors, les chevaliers divins, ils ont été utilisés dans l'arc Egghead. Du coup, ça fait de nouveaux ennemis assez puissants. Donc finalement, on ne sait pas qui va être le boss de fin entre Teach et entre Imu. Moi, je pense que ça va être Imu, mais peut-être que Teach et Imu vont s'allier pour vaincre Luffy. J'en sais rien. Et donc du coup, voilà. Donc le pouvoir des ronces, je trouve ça assez stylé. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont invisibles, mais je trouve ça assez stylé. Ça me fait penser au pouvoir de Miss Doublefinger à l'arc d'Alabasta. C'est le premier ennemi costaud de Nami qu'elle affronte avec le climat tact, le bâton climatique que Usopp lui a fait avec des gadgets un peu loufoques. Ça fait un peu penser à son pouvoir, mais c'est pas la même chose, hein. Double Finger, c'était elle qui se changeait en épine. Là, le chevalier divin qui a le pouvoir des ronces, il crée des ronces autour de lui et il peut en mettre autour des autres et patati patata. On a un autre dragon, donc ça, ça m'avait, j'étais perplexe.
Alors que Egged, lorsque Ivankov dit le fruit du dragon, le fruit du démon du dragon bleu, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dragons, d'autres couleurs, et donc ils ont d'autres capacités. On a notamment, du coup, je crois que c'est Rose, je suis pas sûr, qui représente les rêves, le sommeil. Et ensuite, on a le fruit des flèches. Alors lui, j'ai pas compris son fonctionnement. C'est une flèche qui indique une route, et après, elle frappe la route qui est indiquée. Elle peut aussi retourner des pouvoirs. Elle le fait avec le Thunder Shark de Nami. Elle renvoie l'attaque sur Nami, ou je sais pas sur qui, j'ai oublié pour être honnête. Mais elle renvoie l'attaque, et du coup, peut-être que ça force la direction, hein, peut-être que tu es obligé de suivre la direction de la flèche si elle te touche. Et ensuite, il y a ce fameux pouvoir qui, je pense, appartient à Imu, qui permet de rendre immortel, invincible, les personnes qui passent par le sceau de Imu. Moi, pour moi, c'est le sceau de Imu, j'en suis sûr et certain. Sûr et certain que les sceaux, les pentacles qu'ils font, ça a un rapport avec le pouvoir de Imu. Et donc, je trouve ça intéressant en réalité que les plus hautes instances du gouvernement mondial ils soient puissantes, ils soient puissants et qu'ils aient un peu des trucs un peu loufoques, hein, entre guillemets loufoques, particulières, comme ce sceau qui permet de les invoquer, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent, et où est-ce que ça les invoque à l'endroit indiqué. Et ce fait-là, moi je pense à un pouvoir du style le sang du démon, un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Oda nous expliquera en temps et en heure voulu, mais je pense que c'est un rapport avec Imu. Et donc du coup, ouais, ce fait que ces pouvoirs ils soient un peu invulnérables, à part au Haki des rois, et donc Luffy et Zoro peuvent les blesser. Zoro qui n'a pas encore tilté qu'il avait le Haki des rois, hein. Comment il s'appelle là? C'est le bras gauche de Roger qui lui dit ouais, toi aussi tu maîtrises le Haki des rois, avec Sanji qui croit que c'est lui, mais franchement Sanji c'est devenu une blague. C'est devenu une blague, c'est ah, je suis puissant moi aussi je suis puissant. Non, non, toi t'es juste le cuistot, va faire à bouffer, putain. Voilà, je trouve ça dommage parce que c'était le trio démon, c'était Luffy, Sanji, Zoro. Là maintenant ça devient juste Luffy, un peu Zoro et Sanji. Si on a besoin d'un gars qui épaule, on t'appelle Sanji. Si on a besoin de serviette, si on a besoin de bouteille d'eau, on t'appelle. Voilà, donc voilà. Donc, bref, ensuite, oui, dans cet arc-là, il y a aussi l'équipage du Kucha, l'équipage d'Amazon Lily qui est présenté, avec les beautés qui dirigent le navire des femmes, avec une beauté qui reçoit des lettres, mais après, il y a plus de lettres pour le vice-capitaine Shaku Kyaku, je sais pas, j'ai oublié son blast, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Shakuyaku, ah, j'étais pas loin. Shakuyaku, qui va devenir, je crois que c'est la meuf qui est au bar là avec Riley. Je suis plus si sûr. Et donc du coup, voilà, donc pour être honnête, Loki, alors ensuite Loki dans l'équipage, il faut en parler. Parce que Luffy, pendant quand il retrouve Loki blessé, il lui défonce ses chaînes, il commence à lui prodiguer des soins, avec Loki qui s'était énervé, qui avait mis un coup du Mjolnir à l'arbre pour faire je ne sais quoi. Et du coup, on le soigne et Luffy propose à Loki de rejoindre son équipage. Moi, je suis content que Luffy continue de proposer des recrutements, même si à chaque fois, voilà, c'est là Jinbei, quand il l'a recruté, Jinbei il a mis du temps avant de revenir jusqu'à l'arc Wano parce qu'il devait bloquer Big Mom. Yamato rejoint l'équipage, mais reste à Wano Kuni pour explorer Wano Kuni. Et là, Loki, c'est le prochain candidat. Celui à qui Luffy propose de rejoindre son équipage. Et moi, je trouve ça super intéressant. Alors, après, comment ils vont faire pour naviguer avec un géant? Est-ce qu'ils vont rajouter une barque derrière ou est-ce qu'il va avoir son navire à lui et partir un peu de son côté, faire un peu ses jazz en mode ok, Luffy, je suis de ton équipage, mais avant, j'ai des trucs à faire pour rendre hommage à mon père. Parce que du coup, on voit bien que Loki, c'est un personnage tout le monde le déteste depuis la naissance, donc il a du mal à croire en l'amour de son père et de sa belle-mère. Et donc du coup, il y croit pas lorsque son père rentre parce qu'il s'était blessé. Et, il croit que c'est une coïncidence et donc du coup, il a du mal à accepter l'amour des autres. Et c'est peut-être ça qui lui manque, des gens de confiance qui peut suivre. Et c'est peut-être pour ça qu'il se réfugie dans un personnage méchant et solitaire. Parce qu'il a peur des relations. Parce que toutes les relations qu'il a connues étaient mauvaises et il n'arrivait pas à croire en l'amour de son père. Voilà, donc un personnage qui est plus profond qu'il semble l'être. Autre chose à dire, à qui il parlait au téléphone, ça c'est une grande question, hein, parce que du coup, à qui il pouvait bien parler au téléphone, donc peut-être à l'homme à la cicatrice en feu,
Peut-être ça ce serait intéressant que Loki nous mène à l'homme à la cicatrice en feu, surtout qu'il sait où se trouve Shanks en ce moment. C'est ce qu'il dit à Luffy pour attirer son attention. Et ensuite, le frère de Shanks. C'était la plus grosse dinguerie, c'est ça qui a initié le fait que j'avais envie de rattraper les chapitres, c'était le frère jumeau de Shanks. Alors du coup, donc je trouve pas que c'est une idée de merde. Je trouve que c'est même une très bonne idée de faire que de Shanks quelqu'un qui a du sang de noble. Il a du sang de Marie-Joie. Son frère, c'est un chevalier divin. Je crois que c'est le chef des chevaliers divins. Et Shanks, pendant un moment, alors c'est quoi l'histoire de Shanks du coup? Est-ce qu'il a grandi à Marie-Joie, puis ensuite Roger est passé à Marie-Joie, il a kidnappé Shanks, Shanks a vu que c'était bien, que c'était cool d'être pirate et qu'on pouvait respecter les humains et pas être comme les dragons célestes, donc du coup il a fini par aimer être un pirate, et lorsqu'il est revenu, il était dégoûté de voir que ses frangins, ses frères, ses cousins, toute la dynastie respectée par les humains, il était là en mode ouais mais moi je suis pas comme vous, je préfère partir et vivre une vie de pirate plutôt que de suivre... des directives d'une tarée qui manipule le sang pour nous transformer en démons. Voilà, donc qu'est-ce que cette histoire nous racontait? Je réagis pas trop parce que voilà, c'est à l'époque, hein, quand j'ai vu cette page de chapitre en surfant sur internet, j'étais là en mode mais c'est quoi cette dinguerie? Le frère de Shanks, et j'avais peur en fait j'avais peur en fait que ce soit genre du style. En fait, j'aime bien l'idée que le frère de Shanks soit un ennemi en fait, dans le sens où ça aurait été trop facile de rajouter le frère de Shanks en disant mais en fait depuis le début Shanks il a un frère qui est super puissant et qui lui aussi est pirate, et voilà donc du coup le fait que Shanks soit que le frère de Shanks soit un chevalier divin, je trouve ça super intéressant. Et enfin bref, donc du coup il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup de personnages qui ont été teasés. Il y a aussi Saoro qui est de retour, donc du coup, ouais, super, un peu déçu parce que du coup, ça retire le côté dramatique au passé de Robin, hein. Finalement, il n'était pas mort, il a réussi à survivre. Et en plus de ça, il a embarqué des livres avec lui, il a fait une bibliothèque pour préserver le savoir de l'île de Robin. J'ai oublié le nom d'ailleurs de l'île de Robin. Oh, comment ça s'appelle déjà? O'Hara. Et du coup, un peu dommage, mais content. En fait, ce petit côté culturel qui a été attribué aux géants. Les gens qui étaient un ancien peuple de guerriers qui a bifurqué en un peuple d'érudits, de personnes qui préfèrent l'échange plutôt que le combat. Parce que de manière, c'est ça la théorie, hein. La théorie pour que tout le monde vive en paix, ce serait que tout le monde pense comme ça. Et que personne ne cherche à être plus fort que son voisin, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il faut un jour les envahir. Mais du coup, ouais, c'est assez stylé, et trouver ça un peu dommage que Robin n'ait pas le temps de lire les livres et de faire sa petite enquête sur le siècle oublié. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit l'arc baf, parce que voilà, c'est One Piece, ça s'approche de la fin, et la fin, c'est la chose la plus délicate, hein. Je veux dire, Naruto, ça a déçu. Bon, je prends Naruto en exemple, mais Naruto, moi, ça m'a déçu parce que, bah, sans spoiler, parce que c'est vraiment tiré par les cheveux, la fin de Naruto. Et le fait que ça continue en Boruto, on trait la vache, on trait le nez de la vache jusqu'au sang avec cette vision-là de comment doit être fait une œuvre artistique. Mais bref, là où je vais m'arrêter, et j'ai oublié où, ouais, c'est que j'aurais bien aimé qu'on en apprenne un peu plus sur le siècle oublié. Déjà, il y a eu la grosse révélation de Vegapunk qui disait qu'il y avait 200 mètres d'océan qui sont montés à cause de l'utilisation d'une arme antique que Imu a sûrement en stock, qui doit être Uranus. Il parle bien de 3 armes antiques dans le manga. Moi, je pensais peut-être qu'on pouvait en avoir une quatrième et voire même une cinquième, mais ça s'arrête à 3. Donc on a Pluton qui est le navire de l'enfer, Poséidon qui parle au monstre marin, et Uranus qui est le feu du ciel, hein, à mon avis, hein. Et cette énergie infinie, le Mother Flame, intéressant que tout ça ait été volé, et surtout la fin de l'arc Egged, je trouvais ça intéressant. On voit bien que c'est Imu qui prête son pouvoir à la clique des Chevaliers Divins et des 5 Doriens, parce qu'elle peut leur retirer la vie par simple pression de l'esprit. Donc du coup, le doyen Saturne, qui était en charge de l'opération de Egged, a échoué, elle a été déçue, donc elle l'a tué. Je crois que c'est une fille, moi, je suis pas sûr. Et donc du coup, voilà. Et ensuite, oui, donc ça nous est révélé que Joy Boy était bel et bien le premier individu à avoir pris la mer et à prétendre être un pirate.
Donc ça va avec le dealer de One Piece, ça fallait bien qu'il y ait un premier pirate, hein, et Joy Boy remplissait parfaitement ce rôle. Mais qu'est-ce qui s'est joué à la bataille du siècle oublié? Ce que je commence à me dire, c'est que les fruits du démon, c'est peut-être des sortes de réincarnations d'un peuple antique auquel appartenait Joy Boy, qui avait des pouvoirs pendant que les humains n'avaient pas de pouvoir, et qui faisait un peu la loi dans le Nouveau Monde majoritairement. Et les 20 rois là, qui se sont alliés pour faire le gouvernement mondial ont commencé leur affrontement contre Joy Boy. Donc Vegapunk dit bien, je suis pas là pour dire c'est quoi le bien, je suis pas là pour dire c'est quoi le mal, moi je parle que des faits. Donc au final, est-ce que Joy Boy il serait pas un peu plus ambigu, tu vois? Parce qu'on voit Joy Boy comme un sauveur, un libérateur, mais dans les légendes qu'on raconte à Airbaf, il y en a qui disent que Nika, c'est aussi un destructeur. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce que réserve la venue de Nika. Après, Luffy, il est empli de bonté, il protège ses amis, il se bat pour le bien, il se bat contre les injustices, donc lui, il va pas être le destructeur de ce monde. Mais peut-être qu'il va devoir passer par la destruction pour sauver ce monde, on sait pas. On sait pas. En tout cas, voilà, c'est aussi une question de camp. Je veux dire, si tu es dans le camp de la marine, Luffy c'est un méchant. Tout ce que tu as raconté sur lui, c'est des crimes. Il a fait Impel Down, il a fait Enies Lobby, il a battu des Shichibukai, c'est le fils du révolutionnaire Dragon. Donc voilà, donc du coup, je sais pas, mais le problème qu'il y a, et que je note beaucoup et qui me revient là à l'esprit, c'est vraiment il y a trop de personnages, Oda. Moi je suis perdu. Moi je suis perdu, il y a trop de personnages. Ils ont tous des bons character design, ils ont tous un bon potentiel. Mais s'il n'y a pas un arc narratif autour d'eux, s'ils n'ont pas un rôle autre que dire lui il existe, lui il existe, lui il existe, c'est pas intéressant de nous présenter autant de personnages. Peut-être se concentrer que sur Rock et peut-être oui nous montrer, allez, je sais pas, un petit Barbe Blanche sous les ordres de Rock et Liline sous les ordres de Rock avec peut-être un autre pirate, un autre pirate. Enfin bref, je vais pas dire à Oda comment écrire son histoire, hein, j'ai assez de mal à écrire la mienne. Donc du coup voilà. Bref de chez bref, j'ai abordé à peu près tous les points qui me venaient en tête. Donc cette review, j'avais envie de la faire en live à la base, mais j'ai eu peur que personne ne vienne, alors du coup j'ai préféré la rec de mon côté. Voilà, donc du coup, ouais, pas de montage, pas d'image du manga, pas de musique du manga, juste moi et peut-être des musiques de fond, je sais pas, je vais remontage. Et bref, de chez bref, on va s'arrêter là pour cette review. En commentaire, n'hésitez pas à me dire vous, vos hypothèses, vos avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de Rock? Est-ce que Rock c'est un bon personnage pour vous? Est-ce qu'il apporte quelque chose au manga? Moi je trouve qu'il apporte quelque chose, c'est vraiment ce côté pirate qui parfois manque à un manga autour des pirates. C'est-à-dire on suit pas vraiment des pirates, on suit plus des aventuriers, des explorateurs. Et là, suivre un vrai pirate qui a des ambitions de pirate et qui fait des trucs de pirate, ça fait un peu du bien. Voilà, bref, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!